Retour à l'essentiel, on va plus loin à présent avec Niagale Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Bonjour. Et Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, des locomotives d'Alstom et des Rafales, Volodymyr Zelensky en visite à Paris se projette dans l'après-guerre en Ukraine, alors que la France veut montrer par ses perspectives de contrat qu'elle s'engage dans la durée aux côtés des Ukrainiens, au moment où le pouvoir à Kiev est secoué par des scandales de corruption. Donald Trump lui autorise finalement les républicains à lier leur voix à celle des démocrates pour demander au ministère de la Justice de rendre public le dossier Epstein, le délinquant sexuel aujourd'hui décédé qui dans de nombreux mails accuse notamment l'actuel président des États-Unis d'avoir su à propos de ses activités illicites. C'est à suivre et c'est On va plus loin. C'est une déclaration qui frappe les esprits et c'est ça peut-être dont il avait le plus grand besoin, Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien bousculé chez lui par un scandale de corruption, des détournements dans le secteur de l'énergie qui impliquent ses proches et provoquent des démissions en cascade dans son administration. Et alors qu'on se demande ailleurs en Europe s'il faut continuer d'aider un pouvoir dont on doute de la probité, voilà qu'il dévoile à l'occasion de sa 9e visite à Paris ce lundi une déclaration d'intention pour l'achat d'une centaine d'avions Rafale, un montant historique. Mais attention, on n'en est pas encore à la commande et l'horizon est à 10 ans. Écoutez. Nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes évidemment de production. Et je tiens à souligner nos accords et cet accord stratégique qui va fonctionner sur 10 ans à partir de l'année prochaine. Nous sommes conscients des bases de cet accord, des bases politiques, financières, industrielles. C'est un accord historique et nous apprécions beaucoup ce soutien de la France afin d'obtenir la sécurité garantie en Europe. Niagale Bagayoko, d'abord la France renouvelle son engagement auprès de l'Ukraine de manière significative. C'est important par les temps qui courent ? Alors, c'est important et pour la France et pour l'Ukraine. Je pense que la réciprocité est vraiment à prendre en compte dans ce qui est en train d'être conclu, qui est une lettre d'intention. Une lettre d'intention, ça correspond à un engagement sur une dizaine d'années. Et ça peut surtout être remis en cause. Ce n'est pas un accord gravé dans le marbre. Ce qui est important de réaliser, c'est que la France joue sa crédibilité et sa capacité à peser dans le dossier ukrainien dans un contexte de très fortes restrictions budgétaires. Pour exemple, l'Allemagne est capable dans son budget pour l'année à venir de mobiliser plus de 11 milliards d'euros, quand la France, dans le contexte budgétaire actuel, est seulement capable de s'engager pour 120 millions d'euros. Il y a aussi la question des délais. Tout ce qui entoure la question des Rafales, il faut savoir qu'on s'inscrit non pas dans du long terme, mais au moins dans du moyen terme, parce que la production de Rafale suppose au moins 3 ans de production, mais également la mise en place de systèmes de formation, également pour les utiliser. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une concurrence avec d'autres pays européens, notamment avec la Suède, qui a également signé un accord très récemment qui pourrait être aussi comparé à l'engagement français d'aujourd'hui. Cet engagement dans la durée, cette aide d'intention, à qui fait-elle le plus de bien, Bruno Darou, à la France ou à l'Ukraine ? C'est une bonne question. À très court terme, aux deux, je veux dire, parce que Volodymyr Zelensky, on va peut-être en reparler, il est dans une situation politique intérieure compliquée avec ce scandale de corruption que vous avez évoqué, donc il est important qu'il ait cette forme de reconnaissance et de légitimation, relégitimation au niveau international et en tout cas européen. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a eu la phrase, quand même, je fais confiance au président Zelensky. Dans le contexte actuel, évidemment, c'était très important. Bon, pour Emmanuel Macron, à très court terme, là aussi, c'est un joli coup politique et diplomatique qui montre que la France compte continuer à jouer un rôle diplomatique important sur ce volet ukrainien.
montre aussi que elle est prête, parce que c'était un autre aspect de la visite. Ils sont allés aussi au centre des futures forces de réassurance, ce qu'on appelle la coalition des volontaires, une trentaine de nations, et tout cela est coprésidé par les Français et les Britanniques, mais que donc la France prépare à l'après cessez-le-feu. Et d'ailleurs, comme le disait effectivement Niagalé, ces contrats, comme ils s'inscrivent à moyen et presque long terme, puisque ça va jusqu'à 10 ans, c'est ce qui a été signalé, même si effectivement les premières productions pourraient être, et formations aussi, pourraient être débloquées entre 3 et 4 ans. En tout cas, ça veut dire très concrètement que les Ukrainiens n'auront pas ces avions Rafale. Alors peut-être qu'ils sont plus rapidement les Gripen suédois, effectivement entre 100 et 150, mais concernant les Rafales, c'est pas avant 2029. Donc on est très loin. Et peut-être que d'ici là, il y aura eu un cessez-le-feu. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que et la France et l'Ukraine s'engagent dans une perspective à plus long terme. En fait, c'est construire aussi une armée ukrainienne qui soit suffisamment solide pour que plus jamais il n'y ait ce qui s'est passé en février 2022. C'est-à-dire que le cessez-le-feu, on sait qu'il sera imparfait s'il est réalisé, et on n'en est pas là, et que donc les Russes pourraient recommencer quelques années après. Donc c'est plutôt dans cette optique-là que s'inscrit cet accord. C'est pour doter l'armée ukrainienne, effectivement, à terme d'une aviation alors, qui serait tout à fait pertinente, entre 200 et 250 appareils, donc les appareils suédois et les Rafales déjà, ce qui permettrait de combler la grosse faiblesse actuelle de l'armée ukrainienne, qui est le ciel, l'aviation et les défenses sol-air également. Pas de quoi donc changer le cours de la guerre actuelle, si l'on vous comprend bien. Néanmoins, en faisant cela, la France envoie un message dissuasif à Moscou. Nous croyons en l'Ukraine, une Ukraine indépendante subsistera à vos frontières, celle de la Russie, et quoi qu'il arrive, nous la protégerons ? Alors moi, je ne suis pas sûre que Moscou se sente dissuadé par l'engagement français qui, encore une fois, dénote un certain nombre de faiblesses de la France, notamment d'un point de vue budgétaire, comme je l'ai indiqué, mais également d'un point de vue politique, parce que on sait très bien qu'en effet, la France souhaite être au cœur de cette fameuse coalition des volontaires, avec le Royaume-Uni notamment, mais que le scénario qui s'esquisse reste extrêmement flou en réalité. Donc, moi, je ne suis pas sûre que Moscou soit terrifié par ce qui vient de se conclure. Mais il ne faut pas oublier aussi, et ça, la France a essayé de ménager aussi l'Ukraine de ce point de vue-là. L'Ukraine est beaucoup montée en puissance aussi, d'un point de vue de production également, notamment en matière de drones. Elle est même peut-être devenue un leader au niveau européen. Quand on parle de former l'armée ukrainienne, c'est uniquement de la formation aux équipements qui lui seront vendus ou dans d'autres cas cédés. Sachant qu'il pilote déjà des Mirages, donc l'adaptation exactement, et que aujourd'hui, probablement en Europe, l'armée ukrainienne est la plus aguerrie. Donc peut-être que réciproquement, il est intéressant de s'interroger sur ce que l'Ukraine elle-même peut apporter à un certain nombre de pays. La France, oui. Alors la France est un pays qui a eu de nombreux engagements sur le théâtre de crise, mais au niveau européen, il y a de très nombreux pays qui n'ont absolument pas eu des expériences équivalentes. Et l'Ukraine pourrait devenir un acteur majeur en termes de transfert de compétences et de capacités. Oui, ça c'est vrai que c'est très important, notamment sur les drones. D'ailleurs, le conflit ukrainien a changé depuis plusieurs mois. C'est devenu plutôt un conflit, pas uniquement, mais en grande partie de drones entre les drones russes ou acquis par les Russes et les drones ukrainiens. Et effectivement, les Ukrainiens ont développé, alors là, de par eux-mêmes, une formidable capacité de ce point de vue-là. Et là, pour le coup, effectivement, l'accord est très réciproque. C'est un peu du win-win, comme on dit, du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la France, les experts estiment que la France a une dizaine d'années de retard en termes technologiques sur les drones. Donc un échange de compétences. Voilà, un échange de compétences. Et là, ce sont effectivement les Ukrainiens qui vont permettre à la France de rattraper en partie ou en grande partie, ça je ne sais pas, son retard concernant les drones. Qui va payer, Bruno Darroux? Parce que ça pose quand même aussi la question. Ça, c'est toujours une bonne question. Alors bon, on ne va pas rentrer dans les
peut-être parce que c'est un peu compliqué. D'abord, il y a la fameuse question des avoirs russes et des intérêts des avoirs russes. On parle d'une somme de près de 200 milliards d'euros tout de même. Alors, oui, parce que là, c'est 10 à 15 milliards à peu près prix catalogue, quoi. C'est à peu près ce qu'on estime. Voilà, peut-être jusqu'à 20 milliards. Pour la ça centaine dépend de si c'est équipé, plus la formation, etc. Oui, mais c'est quand même conséquent. Donc évidemment, c'est pas la France qui va payer, c'est pas les Ukrainiens qui vont payer. Donc, soit il y a un système qui est mis en place par l'Union européenne, qu'on appelle le SAFE, qui pourrait débloquer de l'argent. Soit donc il y a ces fameux avoirs russes et leurs intérêts qui sont gelés, mais qui sont gelés à Bruxelles. C'est une structure qui s'appelle Euroclear. Et les Belges ne sont pas très chauds pour débloquer ces avoirs, y compris les intérêts. La Hongrie aussi est très réticente. Bref, comme souvent, les Européens n'arrivent pas à être tous d'accord entre eux. Donc, on verra ce qui va se passer au prochain Conseil européen. Je crois que c'est le 18 et 19 décembre. Si les Européens arrivent à débloquer ça, parce que pour les Ukrainiens, c'est très important. Pour eux, c'est ce qu'ils appellent les prêts de réparation, puisque... Pour eux, évidemment, ce sont les Russes qui sont les agresseurs. Et donc, utiliser ces avoirs russes pour rembourser, que les Ukrainiens puissent rembourser leurs dépenses militaires considérables, et puis aussi reconstruire le pays, bien évidemment. Il y a en effet le système SAFE dont vous parlez. Il y a aussi le mécanisme EDIP et le mécanisme Pearl au niveau européen ou otanien qui permettent en effet de payer, mais de payer quoi ? Souvent des armements américain, parce que on se retrouve toujours finalement dans la même équation qui est celle de la dépendance vis-à-vis des États-Unis, qui eux aussi semblent avoir des difficultés à matérialiser leurs engagements en matière d'achat sur étagère, ce qu'on appelle le drawdown, mais aussi qui tiennent beaucoup, notamment par rapport à des préoccupations de politique intérieure, à démontrer que ce n'est pas un chèque en blanc qui est donné dans ce qu'on appelle les garanties de sécurité, mais que cela rapportera aussi à l'industrie militaire américaine. Alors oui, là d'ailleurs, ce qui est intéressant, alors sur les Gripen, je suis moins sûr, peut-être qu'il y a des composants qui sont américains, mais là, ce qu'essaye aussi de faire le président Macron, c'est de faire en sorte que les Ukrainiens se tournent vers les industries de l'armement français et européen. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Tout à fait. Un dernier mot peut-être sur ces rafales. On s'en souvient, Emmanuel Macron, au début de la guerre, avait bien insisté sur le fait qu'un certain nombre d'armements ne seraient pas livrés au risque de faire tomber la France dans un cas de co-belligérance. Aujourd'hui, on a oublié toutes ces préventions. Mais c'est toute la difficulté de l'équation dans laquelle on est. Vous mentionniez à raison la question des avoirs russes. Tout l'enjeu est aussi de respecter le droit international et les engagements pris par la France par ailleurs. Mobiliser les avoirs russes, c'est aussi aller à l'encontre d'un certain nombre de principe. Et c'est la même chose que pour le point que vous mentionnez ici. Donc la France joue quand même sur un terrain qui est extrêmement étroit, sur une corde assez raide en réalité. Un terrain quand même déjà foulé du pied par nos amis suédois, par exemple, qui ont livré... Oui, alors après, parce que la co-belligérance, l'évolution du terme co-belligérance depuis 4 ans, c'est très ça, plastique. on pourrait en débattre. Alors... Par exemple, en France, aujourd'hui, la co-belligérance, ce serait essentiellement s'il y avait des pilotes français dans les Rafales, par exemple. Donc là, on serait en co-belligérance. Vendre du matériel maintenant français, comme ça, c'est plus considéré comme de la co-belligérance. De toute façon, les Russes vont considérer que c'est de la co-belligérance. Et leur réaction, d'ailleurs, ils ont réagi assez classiquement en disant, ben voyez, c'est les Européens qui sont agressifs, c'est nous qui peut-être devrons nous défendre, etc. Absolument. Aux États-Unis, la pression du camp MAGA semble devenue à ce point irrésistible que Donald Trump lui-même est résolu à s'y soumettre. C'est l'impression en tout cas donnée par l'affaire Epstein, car après s'être opposé à voir le département de la justice publier le dossier du financier délinquant sexuel, et voilà le président qui autorise désormais les Républicains à voter une proposition de loi soumise cette semaine à la Chambre des représentants. Un texte qui demande très solennellement à ce que la totalité des éléments en possession de l'administration soit rendue publique. Il l'a fait dans un tweet à sa plateforme Truth Social. Aujourd'hui, Mathieu Mabin, c'est un curieux dénouement pour tous ceux qui pensent justement que Donald Trump a quelque chose à se reprocher.
Oui, effectivement, et ils ne sont pas majoritaires dans l'opinion, en tout cas dans l'opinion américaine. Et donc, c'est vrai que ce retournement est plutôt de nature à restaurer la confiance entre Donald Trump et son électorat, finalement, puisqu'il est vrai également que dans le camp républicain, l'hypothèse selon laquelle Donald Trump ait pu être mêlé de près ou de loin à une horrible affaire de mœurs impliquant des mineurs, quand même, a commencé à faire des dégâts. On a beaucoup parlé de cet élu de la Chambre des représentants, Marjorie Taylor Greene, qui s'est opposée au président dans ce dossier, mais en réalité, la crise promettait d'être plus profonde que cela. Il fallait donc réagir. En fait, Marjorie Taylor Greene ne pèse pas bien lourd dans le paysage, en dehors du buzz qu'elle peut provoquer de temps en temps par ses excès. Mais en revanche, dans l'électorat conservateur, ces dernières années, on avait pu mesurer une certaine forme d'indulgence à l'égard des frasques sexuelles connues de Donald Trump dans le passé. Mais là, on touchait à une limite, qui est le fait que les victimes, encore une fois, étaient mineures. Sans faire de pronostic et de l'avis même de Mike Johnson, cette fois le président républicain de la Chambre des représentants, qui militait lui aussi pour la transparence, si le président est pour la déclassification en toute logique, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. Ou en tout cas, rien d'assez grave selon son échelle de valeur. Vous l'avez dit, Mathieu, les alliés du président étaient très en pointe sur cette affaire, promettant des révélations durant la campagne. Autant dire que les atermoiements de Donald Trump les déstabilisent aujourd'hui, à l'image, vous venez de la mentionner, de la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, à qui Donald Trump a retiré durant le week-end son soutien pour les élections de 2026. Écoutez-la. Oui. Ces informations devaient être révélées depuis bien trop longtemps. Le peuple américain l'exigeait. Il mérite la transparence de son gouvernement. Les riches et les puissants ne devraient pas être protégés. C'est totalement inacceptable. De tels affrontements, Mathieu, vont laisser des traces dans le camp républicain. Oui, absolument. On l'a déjà un peu évoqué, mais Marjorie Taylor Greene, qu'on vient d'entendre, a mis pas mal d'eau dans son vin depuis ses premières déclarations. Et elle a d'ailleurs probablement fait, vous l'avez dit, une erreur de calcul à 1 an de remettre son mandat en jeu, puisque Donald Trump, encore une fois, a déjà annoncé qu'il ne soutiendrait pas sa candidature et que ce serait le nom d'un autre candidat qui pourrait briguer sa circonscription. Maintenant, pour répondre à votre question, tout dépend de ce qui va sortir des dizaines de milliers d'emails qui doivent être débloqués par ce vote. Si les élus républicains jugent que le narratif de Donald Trump est encore défendable, toute cette affaire peut ne laisser finalement aucune trace. Et je dirais même consolider encore l'idée selon laquelle Donald Trump est harcelé par une vision démocrate de la justice. Maintenant, s'il était démontré quoi que ce soit de légalement et surtout moralement inacceptable et incriminant le président, cela pourrait non seulement avoir un impact sur les midterms, mais bien sûr sur l'ensemble des 3 ans de mandat qui lui reste à accomplir. Merci Mathieu Mabin à Washington pour France 24. C'est à double tranchant, Agnès Bagayoko. La semaine dernière, les démocrates avaient publié certains emails attribués à Jeffrey Epstein, qui assurait que Donald Trump savait à propos des filles qu'il avait lui-même abusées. Il aurait même passé des heures avec l'une d'entre elles. Oui, absolument. Et là où il y a, à mon avis, danger pour Donald Trump, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qui est à l'origine de son succès, à savoir le fameux mouvement QAnon, qui a été fondé sur cette idée de scandale sexuel, de scandale en matière de mœurs. De quasi-secte pédophile au sein du Parti démocrate. Au sein du Parti démocrate. Oui. Et la rumeur est partie d'une pizzeria, tout simplement. Il faut s'en souvenir. Il ne faut pas oublier aussi que les Tea Party ont également joué un rôle majeur dans l'émergence du Trumpisme et qu'aujourd'hui, le mouvement MAGA est extrêmement conservateur d'un point de vue moral. Donc, ces sortes de flirts supposés où on le verra avéré entre Donald Trump et effectivement des comportements qui sont absolument jugés comme inadmissibles, notamment par la sphère très religieuse de son électorat, je pense qu'il y a potentiellement quelque chose d'explosif que comprennent un certain nombre d'élus républicains du Congrès. On assiste, Bruno, à une rupture entre Donald Trump, son passé, ses liens d'affaires, et une partie de la base nourrie au populisme anti-élite qu'il a porté au pouvoir.
Alors, une rupture, je ne sais pas, mais on est dans un moment de crispation, ça c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que pendant des années, on a l'impression que... parce que les démocrates ont essayé d'utiliser ça aussi en disant, mais voyez, Donald Trump, vous qui êtes des gens très conservateurs sur le plan moral, familial, sociétal... Bon, Donald Trump, c'est pas vraiment votre tasse de thé, si j'ose dire. Et en fait, on avait l'impression que tout ça glissait sur Donald Trump. Et là, finalement, il est rattrapé par ça parce que effectivement, c'est grave. Ce sont des jeunes mineurs. Et puis, dans les emails, alors. Déjà, si c'est des flirts, mais alors si ce sont vraiment des agressions, des rapports caractérisés, là, franchement, on est dans une autre dimension. Là, ce sera extrêmement compliqué pour Donald Trump. Alors, il faut rappeler aussi qu'en juillet dernier, le ministère de la Justice et la police fédérale avaient estimé qu'il n'était pas pertinent de publier la totalité des emails parce que finalement, il n'y avait pas matière, selon eux, selon ces deux instances, qui ne sont pas n'importe lesquelles quand même, à mettre en cause des personnes qui pouvaient avoir été citées, qu'elles soient républicaines ou démocrates d'ailleurs. Parce que Donald Trump a dit oui, maintenant... Je m'en fiche qui raconte, qui présente tout ça, j'ai rien à me reprocher, et puis passons à autre chose. Mais il a quand même mis en cause des personnalités démocrates, à commencer par le président Bill Clinton, qui effectivement a fréquenté Jeffrey Epstein dans les années 90-2000, Larry Summers, qui est l'ancien conseiller économique de Barack Obama. Voilà, il a dit, voyez, bon, toutes ces personnalités démocrates sont mêlées. Il a quand même cité les noms pour dire, bon, moi, en gros... qu'on publie ces documents, moi j'ai rien à me reprocher. Par contre, il y a certains élus démocrates qui devraient avoir un peu peur, quoi. Ça le discute, d'après vous, d'autoriser la publication de ces documents, ou tout simplement ils ne pouvaient pas faire autrement face à la vague d'indignation que ça provoque aux États-Unis? C'est habile, en tout cas. C'est une façon de dire, si j'autorise la publication de ces documents, c'est que je n'ai rien à me reprocher. Mais est-ce qu'il ne sera pas rattrapé quand même par ce scandale qui a tendance à lui coller à la peau quand même, depuis un certain nombre d'années? Si le prince Andrew au Royaume-Uni n'a pas réussi à s'en dégager, c'est qu'il y a potentiellement des accusations extrêmement grave. D'un autre côté, Donald Trump s'est aussi sorti d'un grand nombre de scandales sexuels, y compris avec la fameuse Stormy Daniels, qui pourtant était censée le compromettre pour les élections de 2024. Donc c'est quand même un phénix qui renaît de beaucoup de sang. Oui, alors je pense que lui joue là-dessus, mais là encore une fois, ce sont des mineurs, donc ça change la donne. Voilà, et plus globalement aussi, on peut peut-être rappeler le contexte plus politique, en fait, qu'on est à un an donc, des élections de midterms, parce qu'on parlait de Marjorie Taylor Greene. Elle l'a évidemment critiqué sur la gestion de cette affaire en disant, par exemple, pourquoi au mois de juillet, justement, le ministère de la Justice et la police fédérale ont dit que bon, il fallait pas aller plus loin. Pourquoi il y a eu cette réticence de l'exécutif à publier, et donc du président à publier tous les documents, et maintenant, on publie tout, c'est bizarre, il y a quelque chose de l'ordre du mensonge, qui est toujours très très mal vu dans beaucoup de franges de la société américaine. Et puis elle a aussi critiqué, et ça c'est politiquement c'est aussi sensible pour Donald Trump, le fait, et ça c'est très MAGA, que Donald Trump depuis qu'il est élu s'occupe beaucoup trop d'international, beaucoup trop des crises extérieures et pas assez des soucis domestiques, internes des Américains, notamment sur l'économie. Et oui, et notamment dans un entretien à la chaîne Fox, Donald Trump s'est dit partisan du maintien des visas H-1B. Alors, les visas H-1B, ce sont des visas qui sont donnés aux cadres, aux cadres d'entreprises qui viennent travailler aux États-Unis, souvent des emplois très bien rémunérés. Et Marjorie Taylor Greene, toujours elle, s'est émue de voir Donald Trump lâcher finalement la cause du travailleur américain, considérer qu'on pouvait continuer à délivrer ce type de visa au bénéfice donc de travailleurs étrangers. Et ça pose, semble-t-il, un vrai problème aussi à une partie de la base MAGA. Oui, parce qu'elle l'a aussi attaqué sur son bilan, en indiquant qu'il n'y avait aucune amélioration ni de l'inflation, ni de la condition sociale, justement, de l'Américain moyen. Mais cette question de ces fameux visas, elle renvoie à quelque chose de structurel dans les contradictions internes au Trumpisme, c'est-à-dire la relation notamment avec la Silicon Valley et avec les milliardaires. Parce qu'Elon Musk, il est très pro. C'est la première chose qui avait opposé Donald Trump à Elon Musk, en réalité, cette question de ces visas.
Oui, et d'ailleurs, dans la critique de Marjorie Taylor Greene et sur l'affaire Epstein et dans ses critiques sur le fait qu'il ne s'occupe pas assez du travailleur américain, voilà, l'inflation, le prix des fruits et légumes, etc., ça ne va pas, il est trop sur la scène internationale, il veut le prix Nobel de la paix, enfin, donc il y a quand même une forme de forte crispation. Et Marjorie Taylor Greene, à chaque fois, en fait, elle l'a dit là, sur l'affaire Epstein, les riches et les puissants ne doivent pas être traités différemment. Que ce soit pour l'affaire Epstein ou que ce soit pour ces fameux visas ou pour la manière de traiter l'économie. Il faut s'occuper voilà, de l'américain moyen ou de base qui est aussi très fortement représenté dans cet électorat MAGA ultra-conservateur. Et oui, d'ailleurs, des photos de Donald Trump avec Lindsey Graham sur un terrain de golf ce week-end ont beaucoup fait parler aussi sur les réseaux sociaux. Illustration, là encore, du fossé qui s'est creusé avec son électorat. Et la base. Il n'avait jamais arrêté de jouer au golf, Donald Trump. Oui, voilà. C'est vrai. Mais ça lui est de plus en plus reproché parce qu'au bout de plus d'un an, quasiment un an, pardon, on commence à avoir une demande en termes de résultats et de bilan. Bien sûr. Merci beaucoup Niagale Bagayoko. Bruno Darou, on va plus loin. C'est terminé. Retour à l'essentiel dans un instant. Et on s'intéressera notamment aux 240 millions d'euros que réclame Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.